En France, quand on veut payer pour du sport, ça le fait pas. Il y a un monde économique qui est en train vraiment de s'intéresser très sérieusement à ce sport-là. Quand on commandait une piste de paddle, je me souviens qu'il fallait attendre 1, 2, 3, 4, plusieurs mois parce que on était saturé. Il y avait une énorme pénurie. On pouvait pas s'équiper. D'abord, c'était impossible de penser seule seconde qu'on pouvait atteindre ce niveau-là. Il n'y a pas un seul continent qui ne soit pas touché par l'effet paddle. Aujourd'hui, il faut savoir que cet effet de mode, dans ce cas-là, il est mondial. Ce sont des dizaines de tournois dans chaque région qui sont proposés quasiment presque tous les jours. À partir du moment où ça fonctionne, il y a du business. Et tant mieux s'il y a du business, parce que s'il n'y a pas de business, ça marche pas, il n'y a pas d'évolution et on reste en mode zéro. C'est pas l'influenceur qui a influencé le paddle, c'est le paddle qui a influencé l'influenceur. Je suis pas capable de te dire si je suis totalement indépendant ou non, on l'est jamais. Vraiment. Le paddle n'a pas besoin de pub, il a besoin de vérité. Voilà pourquoi j'ai créé le podcast Alpha Paddle Podcast. Je me présente, je m'appelle Franck Maes et ici, on parle vrai. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui parle du paddle depuis plus longtemps que beaucoup y jouent quand le sport était encore confidentiel. Lui écrivait déjà dessus. Quand il a explosé, il était aux premières loges. Fondateur de Paddle Magazine, média incontournable du paddle en France, il a vu passer les générations, les projets, les promesses et aussi les dérives. Journaliste, observateur, parfois critique, parfois au cœur du système. On va parler évolution du paddle, pouvoir, médias, indépendance et futur. Franck Binisti est avec nous. Salut Franck, comment tu vas ? Eh bien mon cher Franck, ça va très bien. Donc double ration de Franck aujourd'hui. Oui, mais c'est bon. Okay. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose à ta présentation ou ça te paraît clair ? Oh oui, vraiment c'est un super teasing. Hein. Là, je peux te dire qu'on peut pas mieux faire. Écoute, on va essayer de donner des bonnes informations à toutes les personnes qui nous regardent. Mais juste avant de commencer, je voulais rappeler qu'il y a un lien dans la description ou en premier commentaire. C'est pour rejoindre la communauté Alpha Paddle. On est sur WhatsApp. C'est une grosse communauté. On est aujourd'hui plus de 1400 joueurs. Ça permet de répertorier un peu tous les tournois qu'il y a en Ile-de-France. Vous avez juste à cliquer dessus. Vous avez un petit questionnaire. Après, vous pourrez rentrer dans la communauté. Et puis, on va se lancer directement par la première question. Franck, est-ce que tu es prêt ? Écoute, j'ai eu un petit peu de temps de m'échauffer, de me chauffer la voix aussi. Okay. En général, je suis plutôt de l'autre côté. Okay. C'est toi et donc, donc là, il y a un peu plus de pression bizarrement là, tu vois. Quand tu repenses au début du paddle français, qu'est-ce qui te frappe le plus quand tu compares avec aujourd'hui ? D'abord, c'était impossible de penser une seule seconde qu'on pouvait atteindre ce niveau-là, que ce soit en France ou à l'étranger. Parce que même dans le meilleur des cas, on ne pouvait pas s'avancer sur cette évolution. Aujourd'hui, on va atteindre le million de joueurs, selon les chiffres. Voilà. On en était à quelques centaines, milliers de joueurs quand j'ai commencé. Et encore, quand je dis milliers de joueurs... Alors, mes premiers pas, c'était en 2009. Et puis Paddle Magazine 2012-2013. Et puis voilà, donc on a suivi un petit peu j'avais même pas les tout débuts, hein, c'était presque le Moyen-Âge ou la préhistoire, à un moment où effectivement on savait pas comment s'écrivait le mot paddle, on savait pas trop ce que c'était, parfois on confondait avec le fameux sport de plage. Mais voilà, c'était un sport extrêmement confidentiel avec très peu de clubs, très peu de pistes évidemment, très peu de joueurs. Et pour jouer, il n'y avait pas le choix, il fallait se déplacer beaucoup. Et alors qu'aujourd'hui, il suffit de traverser la rue pour avoir son club. Donc c'est complètement dingue. Et tout cela, au final, en l'espace de quelques années, ça allait très très vite. Toi, comment t'as connu le paddle ? Comment t'as pris ta première raquette de paddle dans la main ? Alors, j'ai découvert le paddle au Club des Pyramides. Ça a été le Club des Pyramides qui se trouve juste à côté, hein, du côté de Port-Marly. Ils avaient combien de terrains ? Alors, ils n'avaient qu'une piste. Ça a été un peu le hasard, d'une certaine manière. Il y avait David Chetrit, il y avait Benno Feingold, il y avait Olivier Malaval, que vous connaissez peut-être parce que ce sont des noms liés au tennis, dans le coaching. Voilà, ils ont réussi à lancer cette première piste de paddle. À l'époque, c'était avec la Fédération française de paddle. Ils avaient une piste mobile à dispo, ils ne savaient pas trop où la mettre. Et puis, le Club des Pyramides s'est présenté. Une piste mobile ? Une piste mobile, oui, une piste mobile, c'est-à-dire qu'on va éventuellement proposer pour un événement particulier, qu'on va démonter, qu'on va remettre ailleurs. Okay. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Ils cherchaient un endroit pour, cette fois-ci, poser définitivement cette piste de paddle. Et puis, le Club des Pyramides
s'est retrouvé avec cette piste-là, grâce effectivement aux interventions de personnes qui étaient à l'intérieur du club et qui ont milité pour un sport qui était totalement méconnu à ce moment-là. Et puis voilà, on a été un peu piqué très rapidement pour les joueurs de squash et de tennis. Mais paradoxalement, on n'avait qu'une seule piste et il n'était pas plein. Et oui, c'est vraiment, et ça, je pense que c'est une bonne leçon parce que piste qui n'était pas. Voilà, il y avait beaucoup de dispo. Au final, tout le monde pouvait jouer 2-3 heures de suite sur cette piste-là. Et puis, le club, à un moment donné, a réfléchi à carrément l'enlever. Cette piste de paddle, c'était dans, je crois, 2012. Alors, j'ai pas vraiment les dates en tête. Soit on l'enlevait, soit on en rajoutait. C'est paradoxal, hein? Parce que ça marchait pas si bien que ça. C'était que pour Franck Binisti, Nicolas Binisti, Sébastien Ruiz de Conero, qui est un joueur aussi qui date, et puis quelques autres joueurs. Voilà, mais on était très très peu. Et puis finalement, ils ont pris ce risque de se dire, bon, allez, on va en rajouter 2 de plus. Et de manière instantanée, la piste qui avait des dispos, les 3 pistes se sont retrouvées pleines d'un coup. Ça veut dire qu'il y avait moins de dispo avec une piste qu'avec 3 pistes. Moralité, si on se lance dans un club qu'on veut lancer du paddle, j'en vois quelques-uns qui hésitent, est-ce qu'on met une piste ou non? Une piste, c'est compliqué de faire vivre. Parce que c'est un sport d'équipe, c'est un sport où il y a une émulation entre les joueurs, entre les pairs, même pour faire des tournois, sur une piste, c'est quand même pas évident. Et moralité, si vous voulez vraiment vous lancer, il faut se lancer avec 3 pistes minimum, si on n'a pas beaucoup d'espace. Parce qu'en dessous, on va créer de l'attente. Il va y avoir des joueurs qui ne seront pas forcément heureux parce qu'ils ne peuvent pas jouer autant qu'ils veulent. Il n'y a pas autant de joueurs qu'on veut et ils iront voir ailleurs. Voilà, et on se dira, c'est incroyable, c'est un sport qui est en plein boom et pourtant, j'ai pas un chat sur mes pistes. C'est pas parce que le paddle ne fonctionne pas, c'est parce que en fait, c'est juste qu'il n'y a pas suffisamment de pistes pour que ça prenne vraiment. À quel moment précis tu as senti que le paddle changeait de dimension et qu'il touchait d'autres personnes que juste le cercle des initiés du début? C'est une bonne question. Écoute, je vais répondre. Je vais t'apporter 2 réponses. La réponse que t'apporteront tout le monde, à savoir, il y a eu un avant et un après Covid. Il y a eu une accélération soudaine, inattendue, de ce sport juste après le Covid. Il y a eu beaucoup de malheurs dans cette période-là. Il y a eu beaucoup de business, de clubs sportifs qui ont dû fermer à clé, qui ont perdu beaucoup de membres. Et à côté de ça, tu as les grands vainqueurs de cette période-là. Et parmi les grands vainqueurs, il y a le paddle. Pourquoi ? Parce qu'il était encore mal connu à ce moment-là. Il était considéré comme un sport individuel, alors collectif pas vraiment. Voilà. Et c'est un sport qui a été autorisé. On a pu pratiquer ce sport pendant une période où on ne pouvait pas aller jouer au foot, on ne pouvait pas jouer au rugby, on ne pouvait pas jouer au squash, on ne pouvait pas pratiquer un certain nombre de sports. Et le paddle, c'était possible. On a profité de ça. Et forcément, y goûter, c'est addictif. C'est addictif. Et après, derrière, bien, on va rejouer. Et ces personnes qui ont testé une fois, eh bien, on les a revues. Et puis c'est là où la dynamique s'est lancée. Les médias traditionnels se sont mis à s'intéresser à ce sport. Et puis voilà, il y a eu un effet, pas national d'ailleurs, il y a eu un effet un peu mondial, un peu au même moment. C'est vrai que cet effet Covid, il ne faut pas le voir que d'une manière franco-française. Il faut vraiment le voir d'une manière mondiale. Il n'y a pas un seul continent qui ne soit pas touché par l'effet paddle. Aujourd'hui, on nous dit il y a un effet de mode. Ça va faire pchit. Oui, pourquoi pas, hein. Mais aujourd'hui, il faut savoir que cet effet de mode, dans ce cas-là, il est mondial. Voilà, il ne s'arrête pas comme ça, c'est pas localisé sur une région ou sur un pays. Il est vraiment mondial. Et donc, pour ça que je pense que l'effet de mode, on pouvait y penser à un moment donné, il y a quelques années, mais je crois qu'aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire que l'effet de mode est loin derrière nous et que ce sport est en train de se populariser énormément parce que aussi, en plus de tout ça, c'est devenu un côté ostentatoire d'une certaine manière. C'est-à-dire que le paddle aujourd'hui, il faut le pratiquer parce que
parce qu'il y a des influenceurs très connus, influenceurs médiatiques, tout le monde pense à Cyril Hanouna, qui en effet a participé, en France en tout cas, au boom de ce sport, ou en tout cas à l'accompagnement de l'évolution de ce boom de ce sport. On peut parler de joueurs de foot très très connus. Je pense à Zinedine Zidane qui a monté ses propres pistes de paddle. On peut penser à Zlatan Ibrahimovic. Enfin, on peut penser à François Hollande qui a tapé. Parce que j'ai vu François, Hollande c'est très récent, effectivement. Ouais. Voilà, je l'ai vu avec une raquette. Je sais pas si c'est un influenceur. Oui, enfin, mais ça participe. Alors c'est très récent, mais ça participe. On voit effectivement énormément de gens très connus, des politiciens, effectivement des footballeurs, des tennisman, des acteurs. Bref, tout corps de métier qui s'intéressent et en plus qui montrent qu'ils jouent au paddle. Donc évidemment, ils captent quasiment instantanément des millions de personnes. Quand on voit qu'un Ronaldo qui, lui, va avoir peut-être 30 millions ou 40 millions de personnes qui le suivent et qui va produire sur ses réseaux sociaux plusieurs fois des images autour du paddle, on lui dit merci. Et l'impact, il est pas français, il est mondial. Hein, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un mélange de plein de choses. À ce moment-là, à partir de l'effet Covid, il y a eu un boom grâce à plein de choses. Et alors pourquoi il y a eu le Covid ? Avant, je pense qu'il y a eu des paliers. C'est vrai qu'à l'époque où j'ai connu ce sport, c'était inenvisageable de penser qu'il allait y avoir ça. Voilà, on espérait juste que voilà, le paddle puisse prendre un petit peu, et puis voilà, qu'il fasse son petit chemin. Et c'est ce qui s'est passé d'une certaine manière jusqu'au Covid. On a vu beaucoup d'initiatives privées qui, de manière assez soudaine, vers 2013, plusieurs clubs, sans aucune concertation, alors qu'il n'y avait pas encore de fédération de tennis qui avait pris le paddle, qui avait intégré le paddle dans ses statuts. On a vu plusieurs structures privées se lancer dans le paddle, sans aucune concertation, comme si c'était dans l'air du temps, comme si c'était maintenant qu'il fallait que ça se lance. Et c'est vrai qu'entre 2013 et 2015, il y a eu, de manière assez soudaine, plusieurs clubs qui se lancent, des joueurs, des nouveaux joueurs. Pourquoi ? Alors là, je ne sais pas, alors que c'est un sport qui date des années 70. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que soudain, ce soit dans l'air du temps, alors qu'il n'y avait pas vraiment de quelque chose de particulier ? Il y a eu l'effet FFT. Mais enfin, le premier élu en charge du paddle, c'est en 2018, c'est-à-dire qu'entre 2014 et 2018, personne n'était en charge du paddle au sein de la Fédé. Donc voilà, il y a eu l'effet Fédé, mais il y a eu l'effet peut-être Roland-Garros aussi. À un moment donné, ils ont mis du paddle à Roland-Garros pendant l'épreuve de tennis. Parce que je rappelle que maintenant, il y a Roland-Garros avec la partie paddle qu'on appelle le Paris Major. Voilà, donc c'est un petit peu les différentes strates un petit peu de l'évolution du paddle, même si ça n'engage que moi, parce que effectivement c'est toujours très compliqué de répondre à ce type de questions, mais tu vois, j'ai été Justement, le paddle, il a vraiment gagné en argent, en exposition, en autorité, en visibilité. Mais qu'est-ce qu'il a perdu en route ? Qu'est-ce que le paddle il a perdu en route, justement, entre cette période-là où c'était plutôt un sport confidentiel, où c'était les initiés, ou peut-être on pourrait dire, certains diront les vrais passionnés, les puristes, enfin on peut dire ce qu'on veut. Et aujourd'hui, on voit quand même que c'est vraiment un grand boom. Tu le disais tout à l'heure, on peut dire même que peut-être il y en a certains qui disent que c'est une mode, à voir si c'est oui ou non. Donc qu'est-ce qui perd de l'autre côté aussi ? Tout le monde pleurait quand il n'y avait pas beaucoup de joueurs. On jouait les mêmes, on se déplaçait, on faisait un tournoi, on jouait les mêmes. À l'époque, et on est quelques-uns aujourd'hui à connaître ce moment où il y avait très peu de tournois, et quand il y avait un tournoi, c'était une réunion de famille. C'était le cas. Et c'est vrai que d'une certaine manière, on souhaitait voir de nouveaux joueurs débarquer dans ce sport pour la motivation, pour l'émulation, pour le niveau général. Donc, le fait qu'il y ait beaucoup plus de joueurs, c'est une énorme chance. Aujourd'hui, d'ailleurs, on le voit, ce sont des dizaines de tournois dans chaque région qui sont proposés quasiment presque tous les jours. Alors, je n'ai pas le chiffre précis, mais je sais qu'aujourd'hui, le nombre total de tournois de paddle est équivalent, voire même à dépasser le nombre de tournois de tennis à l'année. C'est te dire la puissance du boom de ce sport. Alors, il y a une toute petite différence quand même, c'est qu'en général, un tournoi de tennis, ça dure au moins une semaine, parfois plus, alors qu'un tournoi de paddle, parfois, c'est même sur une journée, une soirée avec les
les fameux tournois, les Speed Night et compagnie. Donc donc il y a quelques différences qui expliquent cela. Mais c'est pour te montrer qu'aujourd'hui c'est une grande chance. D'ailleurs, on le voit chez nos amis, chez les joueuses. Qui sont un peu malheureuses, elles, parce que s'il y a un boom de ce sport, c'est vrai que les compétitrices, je dis pas le nombre de joueurs parce qu'il y a beaucoup de pratiquantes, mais les compétitrices, il y en a relativement peu. Toi qui es juge-arbitre, tu le sais mieux que personne, on en parlait tout à l'heure. Effectivement, les messieurs ont cette chance énorme d'avoir des tournois partout, de différents niveaux, tout le temps. Il n'y a pas de trou. Dès qu'il y a un tournoi, on sait que ça va le faire. Alors que chez les joueuses, elles sont un peu tristes parce que celles qui veulent vraiment faire de la compétition, eh bien, elles viennent en faire chez les messieurs. Grâce effectivement à une réglementation qui s'est assouplie, qui a permis, un peu comme au squash d'ailleurs, de permettre aux joueuses, vous aimez la compète, venez chez les messieurs, au moins vous allez pouvoir jouer contre d'autres joueurs que toujours contre les mêmes ou les joueuses qui habitent à côté de chez vous. Voilà. Donc, je ne vois, pour moi, au contraire, c'est une énorme chance. Il n'y a pas de point négatif. Et puis pour ceux qui voulaient être absolument dans l'entre-soi, bon, là vraiment, je peux pas répondre pour eux parce qu'au final, je pense que il y en a très très peu. Est-ce que le développement actuel du paddle, il te paraît maîtrisé, ou est-ce que le sport il subit sa propre croissance? Je pense que tout le monde court après cette croissance. C'est-à-dire que cette croissance, elle a surpris tout le monde. Nous, alors qu'on est pourtant aux avant-postes. Bien sûr que les marques qui n'ont pas vu les choses venir, qui se sont retrouvées en post-Covid, avec un problème de stockage. Un énorme problème, il n'y avait pas de matériel. Il y avait une énorme pénurie de matériel. On ne pouvait pas s'équiper. Parce qu'on ne pouvait pas s'équiper, on ne pouvait pas acheter de raquettes. On ne pouvait pas acheter de balles, ils ont dû trouver des astuces, trouver d'autres fournisseurs, voilà, parce que ça a été une période pas évidente, positive, mais pas évidente parce que on s'est retrouvé avec une masse de nouveaux joueurs, une masse de nouveaux projets de clubs qui sortaient de terre, et les constructeurs, voilà, parfois il fallait, quand on commandait une piste de paddle, je me souviens qu'il fallait attendre 1, 2, 3, 4, plusieurs mois, parce que juste on était saturés. Enfin les entreprises étaient saturées de demandes et ils ne pouvaient pas répondre comme ça du jour au lendemain à toutes ces demandes-là. Donc bon voilà, pardon, j'ai perdu le fil par rapport. Est-ce que le développement actuel du paddle fait maîtriser ou ça subit? C'est pour ça qu'au début je te répondrais, enfin en tout cas post-Covid non, ça a été subi parce que ça a été une surprise générale. Et puis comme d'habitude, les marchés se sont mis au pas. Les marchés sont mis au pas. Ils ont compris le marché. Ils se sont rendus compte que là, on n'était plus du tout dans l'époque que certains avaient connue avant le Covid. Et puis l'offre s'est adaptée à la demande, comme d'habitude. Et puis aujourd'hui, je pense qu'il y a eu à un moment donné une période un petit peu de flou où justement, parfois, il y a eu une surproduction. C'est ce qui s'est passé après. On a trop produit. Et il a fallu trouver le juste équilibre qui maintenant est trouvé. Mais c'est difficile de répondre à cette question. Aujourd'hui, est-ce qu'on l'a subi? Beaucoup moins en tout cas. La Fédération française de tennis, alors là, pour le coup, fait un énorme travail. Elle est archi présente, beaucoup plus qu'elle l'était il y a quelques années, ça c'est indéniable. Elle investit aussi. Elle s'est rendue compte qu'évidemment, qu'elle proposait, qu'elle offrait un sport aujourd'hui qui était, voilà, ça y est, qui était là, qui était bien présent, qui est plus qu'à la mode, qui est en train de se populariser. Il y a une demande massive, les privés sont en train d'investir énormément dans privé, mais je pense aussi à tous ces clubs de tennis municipaux qui parfois, je dis parfois, mais souvent, même dans certaines régions, avaient trop de pistes par rapport au nombre d'adhérents qu'ils avaient dans le tennis, et donc ils avaient de l'espace disponible, ils ont pu transférer une partie du tennis en paddle. D'ailleurs, c'est la grande mode, on voit beaucoup de clubs aujourd'hui municipaux avoir du tennis, et dorénavant avoir aussi du paddle, et donc élargir un petit peu le spectre du type de joueur. Et avec toutes les aides, enfin voilà, il y a eu pas mal d'aides aussi, davantage via la Fédé et les régions qui aident beaucoup parce que c'est un peu le sport du coup à la mode. Donc voilà, alors comme d'habitude, j'anticipe un petit peu ta question suivante, mais comme d'habitude évidemment, qui dit public, privé, à un moment donné, parfois, eh bien, ça crée des déséquilibres. Et justement, est-ce que le paddle est en train de devenir plus un business qu'un sport?
C'est une dure question. Non, mais en fait, à partir du moment où ça fonctionne, il y a du business. Et tant mieux s'il y a du business, parce que s'il n'y a pas de business, ça ne marche pas, il n'y a pas d'évolution et on reste en mode zéro. Tu vois, donc, il faut qu'il y ait du business, il faut même qu'il y en ait plus, parce que plus il y aura de business, plus ça évoluera et plus les gens seront satisfaits. Parce que le business, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, il y a une demande et il faut que l'offre s'adapte à la demande. Donc, s'il n'y a pas de business, la demande va être malheureuse. Voilà. Donc, je trouve que sur le plan purement économique, il faut évidemment qu'il y ait de plus en plus d'investisseurs parce que c'est tout bénéfique pour ce sport. Ouais, moi, je suis assez d'accord avec toi. Moi, je répète tout le temps aux joueurs que je croise, et je croise beaucoup de joueurs, que il faut en fait que, par exemple, ils me disent souvent oui, mais un tournoi c'est cher, c'est 25 euros. Je leur dis comparé par rapport à une partie, en vrai, c'est pas si cher que ça. Et si tu prends le temps de jeu, c'est pas si cher que ça. Et il faut aussi faire vivre le club. Si le club il vit pas, et à la fin le club ferme. Donc tu as aussi un centre en moins où tu vas pouvoir jouer. Non, mais tu as raison et en même temps, on est en France. Et je vais te dire pourquoi je te dis on est en France. Parce que grâce à mon activité, je suis parti en Suède plusieurs fois, j'ai fait plusieurs pays, et j'ai pu comparer un petit peu les mentalités, la manière de faire, même sur le plan économique, comment ça fonctionnait, etc. Et pour prendre l'exemple alors, de la Suède, qui est un bon exemple et un contre-exemple aussi, pour le coup, c'est business. C'est du business, il n'y a personne qui régule. Enfin, personne. En tout cas, c'était pas très régulé jusqu'à il y a encore peu de temps. Et on s'est retrouvé avec beaucoup trop de clubs, beaucoup trop de pistes, et avec des clubs qui ont fermé. Parce qu'effectivement, tout le monde a cru que c'était l'Eldorado. Et qu'on allait pouvoir gagner beaucoup, beaucoup d'argent en quelques mois. Sauf que tout le monde a pensé la même chose. Tout le monde s'est retrouvé à mettre des pistes et des clubs au même endroit. Et qu'à bout d'un moment, s'il n'y a aucune réflexion, eh bien, on perd. On perd et c'est tout le monde qui perd. Et c'est ce qui s'est passé en Suède, même si maintenant le marché est en train de se rééquilibrer, mais il y a eu ce gros problème-là. Là où je veux en venir, c'est que c'est que ils ont réfléchi comme ça parce que dans ces pays-là, pour jouer, il faut payer. Pour jouer, il faut payer. En France, c'est pas un problème de paddle, c'est pas un problème de tennis. C'est qu'aujourd'hui, fort est de constater qu'en France, quand on veut payer pour du sport, ça le fait pas. Pour jouer au tennis, en général, on paie pas ou très peu. On a un abonnement à 200 ou 300 euros à l'année et on va jouer en illimité. Quand on va aller jouer au foot, c'est pas comme si ça manquait pas, etc., etc., etc. On va aller jouer au badminton, on a des endroits où on peut jouer au badminton pour pas grand-chose. C'est pas le cas dans beaucoup de pays. Donc, en fait, le business est vraiment différent. Donc, effectivement, les gens qui te disent « Ah non, mais on veut pas payer, et pourquoi on comprend pas pourquoi on doit payer pour aller jouer dans un club ?» C'est parce que, malheureusement, ou heureusement, ça dépend, eh bien, aujourd'hui, même si ça évolue, je pense positivement en France, mais aujourd'hui, quand il faut payer, pour payer pour jouer au sport, c'est pas dans l'ADN en France. Voilà, alors, il faut pas généraliser non plus. Il y a évidemment beaucoup d'exceptions. On voit bien que le marché privé en France fonctionne quand même très bien, donc on va pas non plus plaindre tout le marché. Mais la culture est différente, très simplement. Donc forcément, 25 euros, ça te paraît pas grand-chose. C'est clair que si tu pars en Suède, c'est pas grand-chose. Et te dira c'est parfaitement normal. Tu vas en Italie, pareil. Tu vas en Espagne, c'est un coût. Tu vas en France, c'est un coût. Et on va te le dire. Voilà. Donc je pense que c'est plus une histoire de mentalité. C'est intéressant comme raisonnement. J'y avais jamais pensé. Tu vois. Merci d'être venu pour me dire ça. Avec ton recul, est-ce qu'il y a aujourd'hui des acteurs privés plus influents que les institutions elles-mêmes? Est-ce qu'il y a des acteurs privés qui sont plus puissants que les institutions elles-mêmes? En gros, est-ce qu'il y a des structures des clubs qui commencent à devenir très gros, donc très influents et qui peuvent peser dans les décisions? Alors, je pense qu'il y a un maître à bord. Aujourd'hui, il y a un shérif, c'est la Fédé. Donc aujourd'hui, il n'y a personne au-dessus d'elle. Et elle donne le tempo. C'est elle qui est régente. Alors, donner le tempo, c'est pas vrai. Elle met en place
une organisation générale en fonction d'un marché qui s'est établi. Et aujourd'hui, le marché est en plein boom. Voilà, marché en plein boom autant sur la partie privée que sur la partie publique. Il y a beaucoup d'investissements publics. Les acteurs aujourd'hui, bon, il y a des chaînes, on va les citer, hein, il y a Fort Paddle, il y a Casa Paddle, il y a Urban Paddle, il y a Paddle Shot, il y a Esprit Paddle, bon, j'en oublie, il y en a beaucoup qui sont en train de lancer des chaînes, pour certains qui ont beaucoup de centres, qui forcément, plus il y a de clubs, le Big Paddle, voilà, il y a beaucoup ils ont beaucoup de clubs. Et plus on a de clubs, plus on est influent. Mais est-ce que forcément ils vont avoir une voix plus forte que l'autre? Alors là, j'ai l'impression que j'imagine que plus on est fort, plus on se fait entendre. Hein, c'est la règle. Hein. Donc je vois pas pourquoi dans le paddle ça devrait être différent que dans d'autres. Tu le sens ou pas? Est-ce que tu sens pas que ça arrive quelque part? Est-ce que les grandes chaînes influencent? Oui, on parle souvent d'elles. Nous les premiers, hein, forcément, il y a beaucoup d'actualités et forcément, eh bien, on va parler plus de ces chaînes parce qu'il y a plusieurs clubs, parce qu'elles proposent beaucoup de choses régulièrement. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont plus En fait, c'est le mot influencer qui me va pas dans le sens où je ne sais pas ce que tu veux dire par là. Est-ce que influencer, ça veut dire... faire, par exemple, est-ce que, je sais pas, hein, je prends un exemple comme ça, mais la Fédé décide d'une chose, une franchise qui a beaucoup de clubs dit, bon, écoutez... Je pense pas. Enfin, je pense pas. Évidemment, ils ont une capacité à se faire entendre qui sera pas celle du club qui a une piste. Voilà, c'est évident. Après... j'ai l'impression que oui, ils vont avoir une influence dans la vie globale du monde de ce sport, ce qui est légitime, normal, et là-dessus, il n'y a rien à dire. Après, jusqu'à dire qu'ils vont peut-être influencer des décisions et peut-être, grâce ou à cause d'eux, avoir une réglementation toute particulière qui a à faire que ce sera une réglementation sur mesure faite dans leur cadre, pour leur structure et pas pour d'autres. Je sais pas. Par contre, une chose est certaine, c'est que je verrais plutôt les choses autrement. Qu'il y a aujourd'hui un conglomérat de structures privées qui ont parfois des demandes auprès de la Fédé qui ne sont pas les mêmes que des demandes de clubs municipaux qui auront d'autres besoins. Et que là, parfois, ça se télescope parce que forcément... il va y avoir des objectifs ou des ambitions qui ne seront pas les mêmes entre si on est privé ou si on est public. Encore une fois, on en revient au sujet initial. Voilà, il peut y avoir cette confrontation. Ça s'est déjà passé par le passé et ça se passe aujourd'hui. Et je pense que le sujet pourrait prendre de l'importance peut-être demain. Voilà. Parce que effectivement, quand tu dis ça, tu penses peut-être à Hans que tu as eu tout à l'heure. Effectivement, structure privée et qui se dit bon bah demain j'ai le club du coin qui veut mettre 3 ou 4 pistes et qui va casser le marché avec une offre casquette à 200 € à l'année. Forcément, il va pas être content. Il va pas être content parce qu'évidemment, il pourra pas suivre. Et aujourd'hui, on a ces quelques exemples qui se multiplient un petit peu avec des privés qui ont beaucoup investi et qui se retrouvent à quelques kilomètres, parfois centaines de mètres, qui se retrouvent avec un club qui a investi avec l'aide publique générale et qui va proposer une tarification qui va casser le marché en tout cas qu'il avait mis en place. Et forcément, il va y avoir... Alors, pour ça que j'essaie de ne pas trop généraliser non plus, bien sûr. Parce qu'il y a des contre-exemples. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a parfois des clubs publics qui vont investir leur propre argent, en tout cas l'argent du club, qui vont même s'endetter aussi, qui vont avoir au final des prérogatives qui vont être assez similaires au secteur privé. Donc voilà un petit peu une réponse... qui se veut large. Ouais, ce qui est normal parce que la réponse est... Oui, tu me poses des questions qui ne sont pas évidentes. Il faudrait presque 3 heures de plus pour analyser tout ça. On fera un épisode 2 pour compléter. Aujourd'hui, Paddle Magazine, c'est un média historique, on peut le dire, par rapport au paddle. Tu as été même précurseur, clairement.
Est-ce qu'il est encore possible aujourd'hui d'être totalement indépendant dans un écosystème aussi petit que celui du paddle? Alors, petit, je t'aurais dit ça il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est un secteur qui est très loin d'être si petit que ça. Aujourd'hui, il est en train d'exploser. Aujourd'hui, on va dire, c'est tout le monde économique autour du tennis, autour de d'autres sports d'ailleurs, qui commencent à graviter de plus en plus autour de ce sport. Mhm. Donc, si on leur dit que c'est petit à eux, quand c'est petit, il n'y a personne, il n'y a pas de business. Mhm. Ça, c'est la règle. Hein. Donc, on parlait tout à l'heure, je reviens à une de Mhm. tes questions, où tu parlais de business, est-ce que ceci, est-ce que cela. Clairement, là, c'est un exemple parfait. Il y a un monde économique qui est en train dans le domaine du sport, qui est en train de vraiment de s'intéresser très sérieusement à ce sport-là. Et les gros, ils s'intéressent qu'à ce qui gagne et qu'est-ce qui peut être très gros ou qui est déjà gros. Voilà. Ce sont pas, justement, les gros sont rarement des précurseurs. Mhm. Ils arrivent quand le train est déjà en marche et qu'ils sentent qu'il y a du business à se faire. Je reviens à ma question. Est-il encore possible aujourd'hui d'être totalement indépendant en tant que média historique? Parce que quand tu es arrivé, toi, au début, il n'y en avait pas beaucoup. Pardon, excuse-moi, j'avais Oui. mal compris la question. Compris. Alors, en ce qui concerne Paddle Magazine, aujourd'hui, bon, on est le seul média. Donc, c'est vrai c'est pas fait exprès. Hein. Limite, s'il y en aurait plus, tant mieux. Hein, tu vois, je veux pas. Puis il y en aura un jour, il y en aura 2, 3, 4, 5. Très bien. Après, premier arrivé, premier servi, d'une certaine manière. C'est-à-dire que ça va faire maintenant depuis 2012-2013 qu'on existe. Bon, je suis très loin d'être seul. Aujourd'hui, on est vraiment une petite équipe. On a vachement élargi le spectre de la partie uniquement média. Voilà, on fait plein d'autres choses, contenu photo, vidéo, des lives. On est très ancré auprès des clubs, c'est-à-dire qu'on travaille avec ces clubs depuis, pour certains, les premiers jours. En général, les clubs, dès qu'ils se montent, nous contactent, voire avant, pour préparer la communication. Je parle des clubs ou des marques qui veulent se lancer. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une porte d'entrée qui est presque naturelle et il n'y a pas d'autre choix. C'est la référence de la communication? Dans le monde de du paddle, fait, bien sûr. dans le paddle, de fait, il y a eu référence à la communication. Je ne sais pas si c'est en tout cas, c'est une porte d'entrée qui paraît presque, j'allais dire, obligatoire. Tout le monde est remplaçable. Hein. Donc, il n'y a pas de règle. Hein. On est tous remplaçables. Il ne faut surtout pas se dire on est là, on est les plus beaux et puis on va rester sur notre chasse bien tranquillement. Surtout pas. Justement, c'est un sport qui évolue énormément, qui bouge énormément et qu'il suffit de ne pas être à la page pour nous oublier. Hein, parce que bon, voilà, si demain on ne fait pas bien les choses, ça peut se retourner très rapidement. Après, c'est vrai qu'il y a un ancrage, je crois qu'il y a un ancrage de ce média auprès des joueurs. Auprès des joueurs, auprès des clubs, auprès des marques. Je pense qu'on fait un taf qui est, je pense, correct. Voilà, et donc, du coup, voilà, j'ai envie de te dire, les choses se sont faites naturellement, sont mises en place. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est pas sur la partie presse spécialisée. Parce que, de toute manière, il y aura très peu de presse spécialisée. Quand on voit dans le tennis, il n'y a quasiment rien. On voit dans d'autres sports. La presse spécialisée, c'est pas forcément là, l'endroit où en tout cas, c'est très limité. En termes de perspective, peut-être, c'est très limité. Une fois qu'on a le marché, on ne peut pas forcément aller au-delà. Donc, ce qui est très intéressant ici, ce sont les médias tels que Canal+, par exemple. Là, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'eux ne s'adressent pas forcément à des spécialistes, Oui. Ils vont aller s'adresser à d'autres personnes. C'est-à-dire que pour moi, par exemple, c'est une chance exceptionnelle d'avoir des gars comme Canal+, Beansport ou d'autres qui veulent s'investir dans le paddle. Pourquoi ? Parce qu'ils vont s'adresser potentiellement à un nouveau public qui va venir ensuite. Il n'aura pas d'autre choix que de venir chez nous. Donc c'est exceptionnel. Allez-y les amis. On collabore d'ailleurs avec eux sur beaucoup d'événements, sur beaucoup de tournois. Il y a beaucoup d'échanges avec eux. Justement, il y a cette passerelle qui s'est faite naturellement. Pour Premier Paddle, on communique beaucoup avec Canal+, parce qu'effectivement, ce sont eux qui ont les droits pour Premier Paddle. Et finalement, dès les premiers jours, très rapidement, il y a une relation qui s'est construite sur une base, je pense, très intéressante et intelligente. Qui font du bon boulot. Et donc, je dirais que la grande différence, c'est qu'aujourd'hui, mais je parle de Canal+, parce que ce sont eux qui représentent, qui ont les droits pour Premier Paddle, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on parle de paddle régulièrement dans la presse globale, générale, quand il y a un nouveau site, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'y intéresse. Oui. Et limite, c'est ça le plus intéressant et le plus important. C'est qu'aujourd'hui, ça fait partie
les médias aujourd'hui s'y intéressent parce que c'est un sport que les gens connaissent de plus en plus. Oui. Donc ils savent qu'ils vont avoir des gens qui vont lire les articles et qui vont s'intéresser à ce type d'actualité. Ce qui n'était pas le cas il y a encore 6 ans. Quand il y avait un nouveau club qui se créait, pas un seul média s'intéressait. Parfois, les clubs toquaient à la porte des médias. Dis donc, vous voulez parler de mon club? Oh non, c'est quoi, pardon, paddle? Mais on ne sait pas ce que c'est. Désolé, on ne parlera pas de votre club. Et maintenant, aujourd'hui, dès qu'il y a un nouveau club, alors je ne vais pas dire tous les médias, mais un certain nombre de médias sont toujours intéressés de dire, bah voilà, il y a tel nouveau club qui se lance dans le paddle. Ok. Est-ce que le vrai pouvoir aujourd'hui dans le paddle, il est du côté des institutions ou de ceux qui maîtrisent la communication et la visibilité? Parce que quand on regarde bien, je vais prendre un exemple assez simple. Moi, ma mère, quand j'ai commencé à lui dire que je faisais du paddle, elle ne savait pas du tout de quoi il s'agissait. Bon, moi, j'ai commencé bien plus tard que toi, puisque c'était il y a 3 ans. Aujourd'hui, on voit bien qu'avec la communication sur les réseaux sociaux, quand même, on prend vraiment une vraie ampleur. Et je vois, par exemple, les communications qui sont faites au niveau de la FFT, ça reste vraiment très dans le cadre du sport. Et alors que quand on voit, par exemple, il y a beaucoup d'influenceurs maintenant dans le monde du paddle. Enfin, il y en a beaucoup pour ce sport-là. Et on voit que quand même, ils ont une certaine influence. Enfin, je veux dire qu'ils ont une certaine manière de faire les choses qui font que ça dépasse le cercle de personnes qui connaissent le paddle. Et donc, si je reviens à l'exemple de ma mère, bah maintenant, elle sait ce que c'est parce que, en fait, effectivement, elle tombe sur des publications, puisque bien qu'elle soit plus toute jeune, bonjour maman, elle regarde quand même les réseaux sociaux. Donc, est-ce que tu penses que le pouvoir aujourd'hui, il est plus du côté des institutions sur la com, ou il est plus justement sur tout ce qui est en dehors des institutions? Alors, c'est une bonne question. Personnellement, je pense que ça se complète. Ça veut dire qu'il n'y a pas de c'est plus, c'est moins. Toutes les coms sont bonnes à prendre. Aujourd'hui, c'est pas que dans le paddle. Il n'y a rien d'original de ce qui se passe dans le paddle. Il y a rien d'original. On me voit dans tous les autres sports. Et il y a une communication parfois décalée, humoristique. Oui, ça commence voilà, c'est complètement. Justement, c'est un sport c'est un sport aujourd'hui qui vient. C'est pas l'influenceur qui a influencé le paddle, c'est le paddle qui a influencé l'influenceur. Parce que je rappelle que si le paddle n'en est pas là aujourd'hui, il n'y aurait pas eu d'influenceurs. Les influenceurs se sont positionnés sur un sport parce qu'ils se sont rendus compte que c'était très porteur et que c'était en plein boom. Alors, et ensuite, évidemment, c'est très positif parce qu'ils vont parler de paddle. Et c'est très bon parce que parler de paddle, c'est très bien. Et puis, après, c'est une boucle. Mais la boucle, elle a commencé par le fait que le sport s'est mis à exploser. Et du coup, s'est mis à intéresser Pierre, Paul, Jacques. Donc voilà. Donc, je ne sais pas si, en gros, est-ce que la partie institutionnelle, elle joue son rôle aujourd'hui, très clairement. Elle avait été un petit peu critiquée, si on parle de la Fédé, c'est ta question. Elle avait été un peu critiquée au tout début, dans les débuts, lorsqu'elle a intégré le paddle dans ses statuts, parce qu'il lui avait fallu du temps pour intégrer le fait qu'elle représentait le paddle. Il a fallu du temps pour, même si je pense qu'on est un peu trop dur, et que je pense qu'elle a quand même joué, elle a fait le minimum, elle a fait le job, mais c'est vrai que à ce moment-là, quand il y avait ce gros besoin de communiquer, elle ne le faisait pas. Parce que justement, au même titre que des influenceurs n'ont pas parlé de paddle parce que ça ne servait à rien, eh bien, ils n'ont pas parlé de paddle parce qu'ils estimaient qu'on s'adressait à une population qui était toute petite et que ça ne servait à rien de dépenser autant d'argent et de temps dans un secteur qui était si petit. Mais maintenant que le secteur est en plein boom, eh bien maintenant, ces secteurs-là s'intéressent. Tu vois, c'est toujours un petit peu triste de se dire, c'est dommage, on avait surtout besoin d'eux à l'époque. Oui. En réalité, c'est plus facile aussi de le dire avec le recul. Comment ? C'est toujours plus facile. Ah oui, mais bien sûr. Comme tu disais tout à l'heure, le paddle influence l'influenceur. Eh bien, exactement. C'est pour ça que mais on aurait préféré. Moi, j'aurais tellement aimé justement que toute cette population-là de joueurs professionnels, puisque influenceurs, j'y mets tout le monde. On en parlait tout à l'heure, des acteurs de cinéma, des machins, tout ce qui gravite aujourd'hui maintenant autour du paddle. Et ils n'étaient pas dans le paddle à l'époque parce qu'ils connaissaient pas, parce que c'était pas porteur, parce que ça payait pas. Parce que ça en valait pas le coup, que le public à qui ils allaient s'adresser, ils connaissaient pas, donc il y avait aucun intérêt. Donc ça, pour ça que je dis attention, c'est l'influenceur, c'est le paddle qui a influencé les influenceurs. Alors et non l'inverse. Donc aujourd'hui, ce sont les vases communicants, comme tu dis, et qu'aujourd'hui on a beaucoup d'influenceurs, énormément dans tous les secteurs d'ailleurs. Ouais. Et je dis génial. Pourquoi ?
parce que tu as beaucoup d'influenceurs qui n'ont parfois d'ailleurs rien à voir avec ce sport et qui viennent s'occuper et parler du paddle. On voit des influenceurs, le style humoristique maintenant sur les réseaux et on découvre ce sport avec des comédies, des sketchs, des trucs que je crois que c'était il me semble que c'était ta question initiale. Hein, voilà. Il y en a un qui a bien explosé comme ça, que moi j'ai connu comme ça, c'est Albano. Ah, alors oui, Albano. Moi je l'ai connu par rapport à la vidéo Chien de Talus. Et qui est devenu une expression maintenant. Et j'ai même vu qu'il a monté sa marque de vêtements, je crois qu'il s'appelle Cabot. Donc j'ai trouvé ça assez original parce que le mec, bon, apparemment c'était on va le recevoir normalement sur le podcast, donc il pourra le dire. C'est un très bon client. Hein. Ouais. Je pense qu'il va vous amuser. Hein. Mais à la base, je me dis peut-être que c'était juste un joueur et puis il a fait une vidéo un peu drôle, puis ça a pris, puis ainsi de suite, quoi. Ouais, enfin, il joue au paddle depuis. Oui, c'est un joueur, mais c'est un joueur. Non mais là tu parles d'influenceurs dans le monde du paddle. Oui. Parce que ta question initiale, elle était plutôt extérieure. Exactement. Voilà. Exactement. Alors évidemment, là aujourd'hui tu as on va dire dans ta première réflexion, c'était de dire, il y a beaucoup d'influenceurs et qui viennent apporter beaucoup à ce sport parce qu'effectivement ils apportent un nouveau public. Et puis tu as des influenceurs qui sont déjà dans le moule et qui vont s'adresser à un public qui est déjà connecté au paddle. Voilà, donc c'est un peu différent et qui vont évidemment surfer dessus et qui vont faire des vidéos humoristiques et qui vont faire des tas de trucs super marrants, qui vont avoir des idées pas possibles etc. Et alors là, effectivement, Albano fait partie de. Mais alors là, dans le paddle, il commence à être, commence à en avoir pas mal. Ouais. Si tu devais citer une dérive actuelle du paddle dont on ne parle pas assez, ce serait laquelle ? Une dérive. Dans le paddle, la seule dérive que je vois, si on peut appeler ça une dérive, c'est le fait de voir qu'aujourd'hui, sur le plan purement compétition, aujourd'hui c'est principalement mec. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les réflexions, les tournois sont des tournois messieurs, principalement. Les joueurs qui font de la compétition sont des gars. Et quand on voit d'ailleurs le nombre de compétiteurs au total, je crois que, alors j'ai pas les stats forcément à jour, mais je crois qu'on est autour des 110 000 joueurs ayant réalisé au moins un tournoi de paddle officiel sur les 12 derniers mois. Et parmi ces 110 000, je crois qu'on est dans du 90-10%. 90-10. Donc je me dis, oula, il y a quand même peut-être 80-20 ou 85-15, mais on se dit, il y a quand même un ratio, une différence qui est extrêmement nette. Et j'en parlais avec Clara Mansart, que tu pourrais inviter aussi, qui est une très bonne joueuse, et justement fait partie de ces très bonnes joueuses françaises qui, finalement, qui vont aller jouer avec les mecs, qui vont, et qui se retrouvent parfois à jouer les mêmes joueuses. Mais ça, est-ce que c'est une dérive ou c'est un constat ? Alors, d'abord, c'est un constat. C'est un constat. Pour ça que je dis, je ne sais pas si on peut appeler ça une dérive, mais le constat, c'est que effectivement, pour l'instant, le paddle côté compétition profite surtout aux hommes. Moi, en tant que juge arbitre, à chaque fois que j'organise un tournoi femmes, on est quasiment obligé de l'annuler. Oui, mais tu as exactement. C'est que souvent, et c'est vrai que donc le club se dit on va pas en faire. C'est un cercle vicieux. Tu viens de mettre le point sur quelque chose de très intéressant parce que parfois il y a des joueuses qui nous disent, qui vont même nous envoyer un message, qui nous disent faudrait faire un article sur le fait que les clubs il n'y a rien, il n'y a pas de tournoi. Mais en fait, c'est pas vrai. Les clubs jouent le jeu. Il y en a beaucoup qui jouent le jeu. Il y en a beaucoup même qui ont investi énormément d'argent, qui ont même voulu créer des tournois très cotés. Je pense à Paddle Arena du côté de Rouen. Je vais en oublier, mais je pense aussi au club de Nîmes, au de Nîmes avec Julien Dachary. Mais je peux en citer plein d'autres qui ont parfois qui se sont beaucoup investis. Et malgré l'investissement, ça prend pas parce que pas suffisamment de joueuses, pas suffisamment de base et que elles se déplacent beaucoup moins. Alors, les raisons sont nombreuses. Vie de famille, voilà, il y a aussi une vie de famille particulière. C'est vrai que le monde étant ainsi, c'est vrai que le dispositif, l'environnement est différent. Mais le constat, c'est qu'aujourd'hui, on se dit, pour des tournois chez les filles, c'est moins intéressant. Du coup, il y a moins d'investissement, on s'y intéresse moins, les gens s'y intéressent moins. Mais c'est un constat qui n'est pas franco-français d'ailleurs. Souvent, là, ça aussi, je dis, attendez,
On dit en France, on n'est pas bon, mais non, mais en France, c'est pas qu'ils sont pas bons. D'ailleurs, c'est même pas lié à notre sport. Je crois que dans le tennis, c'est à peu près pareil. Alors, je suis pas un expert dans le tennis, mais je crois que dans le tennis, par rapport au nombre de joueurs de tennis, on a aussi un déficit à ce niveau-là. Et quand on part à l'étranger, on a aussi ce déficit-là. Et tu penses qu'il faudrait faire quoi? Quand on regarde le circuit professionnel, le circuit professionnel, c'est un joli miroir de ce qui se passe. Il n'y a pas tant de joueuses que ça dans le circuit professionnel. Pas tant de joueuses. Et surtout, c'est qu'il y a des grosses différences. Il y a des paliers. Il y a beaucoup de paliers. Alors que chez les messieurs, il y a énormément de masse de joueurs et on peut voir des surprises. On peut voir, voilà, il y a des nouveautés, de nouveaux joueurs, etc. Chez les dames, c'est moins évident. Souvent, il suffit de regarder le circuit pro chez dames et il peut y avoir un peu cet effet miroir. Voilà. Et tu penses qu'il faudrait faire quoi, justement? Moi, je pense que le paddle, il doit se développer par la case féminin. Ouais. Parce que 90-10, mais le problème, c'est toujours pareil. Moi, j'essaie d'organiser des tournois femmes ou des tournois mixtes, c'est trop compliqué. Et à la fin, on arrête. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Écoute, d'abord, il faut qu'on se mette d'accord sur une chose, c'est ce qu'on constate sur la partie compétition n'est pas forcément le miroir de ce qui est la réalité dans les clubs. En réalité, dans les clubs, c'est pas du 90-10, c'est peut-être du 30-40. Voilà, on est plus dans des proportions, c'est plus équilibré comme proportion. C'est juste qu'il y a cet esprit de peut-être d'aller faire des tournois qui est un frein aujourd'hui. C'est un frein parce que après, ça peut être tout simplement parce que entre guillemets, les hommes ont tendance à être plus dans la compétition, les dames moins. Elles préfèrent des tournois internes où elles se connaissent, ou peut-être organisés par le club, moins officiels, moins visibles, moins de pression aussi. Voilà, il y a plein de... Je sais qu'en tout cas, il y a une politique assez forte de la part de la Fédé qui est parfaitement, pour le coup, qui paraît en parler mieux que moi, mais qui a mis en place un certain nombre de dispositifs pour encourager le paddle féminin. Je pense notamment à Marianne Vandael, qui est dans le sud de la France, du côté de Toulouse, et qui a, avec Alexia Dechaume, ils ont essayé, ils ont fait pas mal de choses, ils ont lancé des dispositifs, des tournois, ils sont passés dans les clubs pour essayer d'encourager tout ça. Et alors, est-ce qu'il y a du résultat? Je ne sais pas, il faudra leur poser la question. Maintenant, voilà, et malgré les dispositifs, malgré les encouragements ou l'investissement du côté institutionnel, et que les clubs tentent de tout faire, tu l'as dit toi-même, toi aussi tu essaies à ton niveau de lancer ces dynamiques, le problème c'est que le constat, il est terrible. Le constat, c'est qu'au final, on se dit on arrêtera de le faire parce que ça marche pas. Dans 10 ans, le paddle français sera-t-il plus structuré ou plus fragmenté? Est-ce qu'il sera plus fragmenté? Franchement, j'ai du mal avec la question. En fait, j'ai du mal à bien la comprendre. Plus structuré, est-ce qu'il y aura beaucoup plus de monde? C'est forcé. Enfin, les chiffres vont aller. Donc, est-ce que ça va plus se structurer en global, ou justement, plus qu'il y aura plein de monde, est-ce que ce sera plus fragmenté? Alors, c'est le mot fragmenté qui... Plus il y a de monde, plus c'est dur à diriger quelque part. Oui, et en même temps, plus il y a de gens pour gérer. Oui, c'est vrai. Et plus il y a d'argent. C'est parfois plus difficile de gérer quand il n'y a pas grand monde que quand il y a beaucoup de monde, justement. Quand il y a une ligne, on sait où on va. J'ai l'impression, au contraire, que depuis quelques années, plus ça avance, mieux c'est. Et pourtant, on est de plus en plus de joueurs. Donc, j'ai plutôt une tendance à te dire que plus on avance, mieux c'est. Parce qu'on a plus d'expérience, parce qu'on sait ce qu'on a mal fait et qu'on ne fera plus. Et qu'au bout d'un moment, c'est plus une histoire de... Il y a plus de monde ou non. Au bout d'un moment, qu'on soit à 500 000 ou 1 million, c'est pas vraiment ça qui va faire que je vais raisonner différemment. Donc justement, je raisonne différemment quand il y a des spécificités, comme chez les dames, quand il y a des régions qui sont complètement à l'ouest et qui n'ont personne, alors que donc là c'est plus compliqué, on est obligé de faire du sur-mesure et on va rentrer dans le détail, ça va être moins simple. Mais quand justement il y a du monde pour tout le monde, quand il y a du monde dans toutes les régions, quand il y a vraiment ça pousse de tous les côtés, c'est presque plus simple, parce qu'au final, il y aura moins de spécificités et on va pouvoir proposer une réglementation qui va
où il y aura un consensus un peu général pour l'ensemble des régions. Donc j'ai l'impression que là, sur les 10 prochaines années, en tout cas, la problématique se placera de moins en moins à ce niveau-là. Qui aimerais-tu voir sur le fauteuil du podcast Alpha Paddle à ta place pour parler du monde du paddle? Oh là. Ouais, alors là, je suis la mauvaise personne parce que je peux en nommer 30. Il n'en restera plus qu'un, comme dans Highlander. Il y en a trop. Mais tu as parlé d'Albano, je pense que c'est un très bon client, il est super chouette. Et en plus, il a une expérience un petit peu atypique. Donc voilà, lui, c'est un influenceur du monde du paddle. Donc il va pouvoir te donner un petit peu. Puis en plus, il propose du contenu un peu original. Avec justement, il apporte cette touche humour. Qui sont fonds de commerce, comme j'ai envie de dire. Et donc voilà, tu parlais de lui tout à l'heure, je te dis feu à volonté. Ok. Alors je vais te demander quelque chose d'un peu particulier. Face caméra, tu poses une question au prochain invité du podcast, mais tu sais pas qui c'est. Donc la question peut être dérangeante, stratégique, institutionnelle, personnelle, mais elle doit compter. Je te laisse poser ta question à cette caméra au prochain invité. Cher prochain invité. Alors, laisse-moi réfléchir parce que cette question, elle est importante. Hein, elle est importante. Et puis j'aimerais bien le mettre dans l'embarras. Bien sûr. Parce que moi, mon fond de commerce, c'est quoi? C'est de le mettre dans l'embarras. Hein, parce que si tu ne mets pas dans l'embarras, on s'embête un peu. Hein, on est d'accord. Exact. Alors, quelle est la question qui pourrait le mettre dans l'embarras? Est-ce que tu serais prêt à participer, à faire des tournois de paddle avec ta copine? Très bien. Bon, c'est gentil. Hein. C'est sympa. C'est sympa. Non, mais tu sais quoi? J'en parle parce que c'est vrai qu'il y a souvent sur les réseaux mais il faut jamais jouer avec son compagnon. Vraiment, on s'entend pas. C'est un bon endroit pour savoir si ça peut matcher ou non sur le long terme. Et on voit d'ailleurs des Tinder paddle se développer un petit peu partout dans le monde, tu vois, avec des formats dans les clubs où justement on veut que des célibataires et on va les matcher pendant des tournois. C'est la grosse tendance là depuis. Si ça match dans le paddle, ça matchera dans la vie. Exactement. Mais voilà la petite anecdote. Okay. Merci. Franck, on va faire une séquence qui s'appelle les questions qui piquent. Cette séquence, c'est réponse uniquement par oui ou par non. Tu as le droit à un seul joker. Ça, je sais pas dire oui ou non. Je suis une pipelette. Hein. Est-ce que tu es prêt? Ouais. Le paddle français est aujourd'hui survendu médiatiquement. Alors, c'est pas moi qui. Alors là, pardon, mais alors là, tu t'adresses à la mauvaise personne. C'est pas moi qui vais te dire qu'on va survendre le paddle. Il sera toujours sous-vendu. Alors, c'est que oui ou que non? Ou joker? Ah non, il n'y a pas de joker. Donc, oui. Le paddle français est aujourd'hui survendu médiatiquement? Non. Certains acteurs du paddle sont devenus intouchables parce qu'ils contrôlent la communication. La question n'a pas lieu d'être. Je te réponds non, mais elle n'a pas lieu d'être. Je pense pas qu'il faut... Ouais. Les médias paddle sont parfois trop proches des acteurs qu'ils couvrent. Les acteurs sont trop proches... Les médias paddle sont parfois trop proches des acteurs qu'ils couvrent. Alors c'est très général ça comme question. Ça voudrait dire que entre guillemets, les médias spécialisés ne peuvent pas être proches du milieu dans lequel ils gravitent. Des fois qu'ils sont trop proches. C'est-à-dire que, en gros, ça veut dire, est-ce que parce qu'il y a de la proximité, est-ce que leur communication n'est pas biaisée? Mais attention, là, tu sors du oui et du non quand même. Bah oui, mais alors, je te réponds, il faut. Non, mais là, je peux pas te répondre oui ou non. Il faut évidemment, si tu es un site spécialisé, c'est ce qui fait la différence avec le site un peu général qui ne sait pas vraiment. Tu es spécialiste. Forcément, non seulement tu connais très bien ton secteur, mais tu connais très bien les gens et ça te permet d'offrir justement la meilleure des couvertures. Donc, il faut l'être. Après, forcément, mais ça dépasse le cadre. Si tu connais des gens en particulier, forcément, je suis proche de certains. Pour certains, je les connais depuis 15 ans. Alors d'abord, j'écris pas trop, heureusement. Je suis pas seul aux manettes, et heureusement. Et nous, on est un site bienveillant. On est un site bienveillant. On va pas chercher forcément la petite bébête pour emmerder le monde. Voilà. Donc je te réponds non. Le boom du paddle a attiré plus d'opportunistes que de passionnés.
Pardon, mais c'est oui et non, mais il faut que je te dise pourquoi. Parce que et forcément, lors des débuts du paddle, lorsque le paddle a explosé, les premiers à s'être lancés dans le paddle, qui c'est? Des joueurs, des gens qui viennent du milieu du sport de raquette en général, et beaucoup de joueurs de tennis. D'ailleurs, tu te rends compte quand tu vois les meilleurs joueurs français qui ont été, pour une bonne partie entre eux, des très bons joueurs de tennis. À part Bastien Blanquet qui est l'exception qui confirme la règle, tout le reste ce sont que des anciens très bons joueurs de tennis qui font partie des membres de l'équipe de France. Depuis quelques années, et notamment depuis le Covid, aujourd'hui le type de joueur s'est vachement élargi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est plus forcément un joueur de tennis, ça vient de tout. Et d'ailleurs on parle souvent des footeux qui aujourd'hui se sont accaparés le paddle. Donc je te réponds oui, dans un premier temps, c'était principalement des joueurs de tennis, et plus du tout le cas aujourd'hui, puisque aujourd'hui c'est monsieur et madame tout le monde. Certains médias paddle font-ils aujourd'hui plus de promotion que de journalisme? Alors, de toute façon, il n'y a qu'un seul média spécialisé pour le coup, donc il y a nous. Alors est-ce qu'on fait plus de promotion que de journalisme? Je pense que les dieux sont liés. Enfin, médias spécialisés, à part, je parle site internet, mais t'as, comment ça s'appelle, le podcast de RMC là. Ah pardon, Oui. excuse-moi, tu parles sur RMC. Viva Paddle. Viva Paddle. Ouais, voilà, oui, ça n'a rien à voir. ouais. Oui, alors tu as des podcasts. Oui, tu as des je te podcasts parle vraiment, comme ici, voilà, exactement. Je parle en global. Pardon. Écoute, quand tu fais un podcast, on fait des podcasts pour informer, pour trouver une originalité. Ça prend du temps, c'est tout un. Donc je trouve que c'est extrêmement bien fait, et c'est tant mieux. C'est tant mieux, au contraire, parce que tu as beaucoup de sports justement qui proposent beaucoup de podcasts, et nous dans un secteur qui pour l'instant n'en propose pas autant que ça. Donc je trouve que c'est une très bonne chose, et que s'ils font un peu de promotion pour aussi faire un peu de business aussi, hein, parce que là vous vous rendez pas compte, mais derrière c'est un studio, il y a un investissement, il y a du temps qui est pris, c'est pas gratuit, et qu'à un moment donné il faut au moins ne pas perdre. Voilà. Donc on a beau être amoureux par ce sport, on a beau l'aimer de tout son corps et de se dire je vais m'investir à fond, à un moment donné si ça gagne pas, on passe à autre chose. Donc c'est normal qu'il y ait un peu de promotion, et le média que je suis, forcément, s'il n'y a pas de promotion de produits ou d'influence, c'est normal, parce que ça fait vivre. Et que s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de podcast, il n'y a pas de média, il n'y a rien du tout. Ok, les prochaines questions, ce sera que oui, que non ou... Ah oui, mais là c'est impossible, pardon. Tu as déjà publié un article en sachant qu'il allait créer des tensions? Alors, pardon, mais je te réponds oui. Non mais je te réponds. Non mais parce que c'est de l'actualité. Quand je dis créer une tension, c'est parce qu'il y a un article. Effectivement, je dis n'importe quoi. Il y a eu un comportement particulier dont on est obligé d'en reparler et qu'on peut analyser ensuite. Mais là, ce sont des posts critiques. Et c'est le rôle d'un média. J'ai presque envie de dire, si on le fait pas, c'est qu'on n'est pas un média. Tu parlais de proximité tout à l'heure. Oui. Eh bien, les deux questions sont un peu liées. Elles sont liées. Même si on est proche, à un moment donné, s'il y a quelque chose sur lequel on peut rebondir pour parler, discuter et critiquer. Quand je dis critiquer, c'est pas en mode réseaux sociaux, c'est un con, ils sont nuls, et puis sortir. C'est pas de la critique, ça, non, mais tu comprends, parfois, on n'est pas en mode critique réseaux sociaux, on essaie d'expliquer d'abord, et puis peut-être parfois de donner un avis, alors qui peut être parfois en contradiction avec. C'est un peu le jeu aussi, on n'est pas obligé d'être d'accord avec nous, mais voilà quoi. Tu as déjà hésité à écrire quelque chose pour ne pas te mettre quelqu'un à dos? Non. Oh, la première! Peut-on encore perdre des accès, des accréditations ou des partenariats en disant trop la vérité? Ah, ça... non mais, désolé, mais alors là... Non mais, je suis désolé, tu poses des questions qui sont très globales, qui sont très générales, et je peux pas te faire oui ou un non comme ça. Ce serait... Parce que je te dirais une bêtise. Un média, en règle générale, il y a deux options. Soit tu fais comme Mediapart, t'es indépendant,
et t'as que des abonnés, des gens qui vont payer pour te lire. Soit tu fais comme 20 minutes ou comme d'innombrables médias Avec la publicité. avec la publicité. Le problème qu'on a en France, parce qu'on avait testé, on avait tenté il y a quelques années, on s'était dit, bon, on a quand même maintenant on a plus de 3 millions de lecteurs uniques Wow. à l'année. Wow. Donc on s'est dit, 3 millions de lecteurs uniques, ça commence à faire un petit peu beaucoup. C'est peut-être le bon moment, alors on en avait moins à l'époque, mais bon, on avait atteint la barre du million, c'était ça où on s'était dit, bon, C'est beaucoup. on s'est dit, tiens, on va essayer pourquoi pas de trouver des abonnés, voilà, d'avoir un abonné, on va essayer de le rendre un petit peu payant, etc. Et alors, une fois qu'on commence gratuit, pour revenir en arrière, c'est très compliqué, voire impossible. Pourquoi ? Parce qu'on a eu une vague de gens qui ne comprenaient pas pourquoi ils devaient payer pour s'informer. Pourquoi ils devaient payer alors que le média ne l'était pas jusque-là. Et paradoxalement, ces mêmes personnes, parfois, peuvent nous reprocher de ne pas être suffisamment indépendants, alors que j'estime qu'on l'est. Mais oui, tu as raison. On sait pas. Je ne suis pas capable de te dire si je suis totalement indépendant ou non. On l'est jamais, vraiment. Oui. Même quand il y a des abonnés, on l'est jamais vraiment. Donc, mais en même temps, je pense que contrairement à des médias justement, notamment en Suède ou dans d'autres pays où effectivement faut payer pour lire, en France, en tout cas dans le milieu dans lequel je suis, c'est un peu justement je comprends pas pourquoi je vais payer 25 euros, oui, je vais payer 200 euros en 3 jours un club, alors qu'en 200 euros sur un autre club, j'ai la même chose et c'est en illimité. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a il y a une contradiction particulièrement franco-française, où on veut un maximum de compétences, un maximum d'indépendance, mais il faut que tout soit gratuit. Et c'est vrai que quand je comprends la partie lecteur, parce que je le suis moi aussi, mais c'est vrai que l'empathie de l'autre côté, elle est, je vais pas généraliser, la majorité, ça se passe très très bien, 99%. Mais tu as un petit pourcentage qui, eux, ils veulent une indépendance totale, mais qui seront jamais prêts à aider un média. Je parle pas de Paddle Magazine, hein. Je parle vraiment de manière plus globale. Bien sûr. Jamais ils aideront un magazine généraliste ou n'importe lequel qui lui apporte de l'information et du contenu. Ils mettront pas un seul euro pour. Voilà. Il existe aujourd'hui des sujets qu'il vaut mieux éviter si on veut rester bien vu dans le paddle. Alors nous, on traite de tout. Donc, on traite de tout. Je crois que c'est la première fois là, je sais plus, on en doit être à 7 ou 8 podcasts, qu'il y a qu'un que oui que non, où il y a aussi peu de oui et de non. Tu vas voir le record, Franck. C'est terrible. Je suis désolé, je t'ai cassé ta séquence là. Pardon. Tout sauf oui ou non, on va l'appeler. Écoute, je te l'ai dit, hein, à tes risques et périls. Tu m'invites, prépare-toi à dormir. Hein. D'ailleurs, en régie, ça y est, ils ont préparé le sac de couchage. Du nez, là. Je crois que tu viens de prendre plus 50% dans ta facture finale. Hein. Me dit-on dans l'oreillette. Tu as déjà reçu un message du type « Ça va, tu pouvais éviter de l'écrire ». Oui. Le paddle français manque aujourd'hui de contre-pouvoir solide. Alors, c'est lié à plein de questions que tu as déjà posées juste avant. Je pense qu'il y a un équilibre qui s'est fait. Le contre-pouvoir, je ne sais pas si c'est le bon terme. Aujourd'hui, il y a un shérif. Point. C'est la Fédé. Et qui est, c'est vrai, bien plus présente que de fédérations dans d'autres pays. C'est probablement la plus présente de toutes sur le plan institutionnel. Mais c'est pas lié à la fédération en elle-même. C'est juste que c'est lié à la France. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est vrai qu'on a une fédération qui est archi présente sur le plan administratif, institutionnel. Après, on peut pas demander. On peut pas dire en même temps ils interviennent pas suffisamment et en même temps ils interviennent trop. Tu vois, c'est là aussi je suis toujours partagé. Je pense que les contre-pouvoirs ils se sont faits à la sauce française et si t'es pas content, tu fais autre chose ou tu vas ailleurs, quoi. Pour accélérer la croissance du paddle, faudrait-il créer une fédération concurrente à la FFT? Oui, donc c'est relié à beaucoup de thématiques dont tu as parlé depuis le départ. Je te réponds très simplement, il y a eu, par le passé, une fédération française de paddle. Il y a eu une ligue
nationales de paddle qui se sont faites d'ailleurs des ligues, fédérations qui se sont fait la guerre pendant un petit moment. C'est en quelle année? Je dirais dans les années 2012, 2011, 2012, enfin. Et que c'est le ministère des Sports qui est intervenu, pour imposer, d'une certaine manière, le paddle, pour l'intégration du paddle au sein des statuts de la FFT. Pourquoi ? Alors, que les gens sachent, la Fédé avait refusé l'intégration du paddle dans ses statuts en 2013, je crois. Un an plus tard, les mêmes personnes qui ont dit non ont approuvé l'intégration du paddle dans les statuts de la Fédé. Alors, je me trompe peut-être, hein, je crois que c'était février 2014 ou février 2013. Peut-être que je me trompe sur une année. C'est-à-dire qu'elle a dit non au départ, elle a dit oui de l'autre. Que s'est-il passé ? Le ministère des Sports a dit bon, il y a une procédure entre la Ligue et la Fédération. Et on va faire cesser tout ça. Il y a eu une demande de la part du ministère pour que le paddle soit récupéré au sein de la FFT, encouragé, je crois, de mémoire, par la Fédération française de paddle. Je crois que les deux, d'ailleurs, la Ligue comme la Fédération, voulaient que le paddle soit intégré par la FFT. Et puis finalement, ça a été accepté. Alors pour le coup, ça a été accepté de fait quand c'est le grand patron qui demande tout là-haut, forcément on lui dit oui. Et ça a été certainement la raison pour laquelle pendant 4-5 ans, jusqu'en 2018, c'était Hubert Piquet, qui nous écoute peut-être de tout là-haut, qui a été le premier élu en charge du paddle à s'occuper de ce sport. C'est le premier élu en charge uniquement du paddle. On avait eu, je crois, une élue un petit peu avant, mais qui faisait un peu tout, qui n'était pas vraiment concentrée sur ce sport. Mais voilà, l'élu en charge du paddle, c'était en 2018. Donc il a fallu 4 ans, je crois, à la Fédé pour proposer une personne dédiée uniquement au paddle.